Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, inondation dans la ville de Douala. Le cauchemar des eaux reste bien présent dans la mémoire des populations, surtout celles habitant les zones à risque. 48 heures après les événements qui se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dernier, nos équipes de reporters sont redescendues sur les lieux de l'incident des quartiers beaucoup plus touchés dans l'arrondissement de Douala 5e. Leur reportage à suivre dans ce journal. Et puis la communauté urbaine de Douala, taxée de principal responsable de ces inondations par les hommes politiques. Ces derniers en veulent pour preuve l'absence du courage des drains, mais également des caniveaux dans la capitale économique. Ces responsables politiques parlent également de l'inertie de la communauté urbaine devant la propension des constructions sur des zones à risque. Et puis à l'étranger, Burundi, des violences continuent. Une semaine seulement avant les élections législatives, 4 personnes ont trouvé la mort et une trentaine d'autres blessés au cours d'une attaque à la grenade survenue au nord du pays, mais également à Bujumbura, la capitale. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par ce crime survenu dans la ville de Douala. C'est une femme qui a été retrouvée morte dans son domicile au quartier Bonapriso. Il s'agit de la promotrice d'un établissement scolaire qui se trouvait donc seule au moment de son assassinat probable. C'est du moins ce à quoi les premières enquêtes qui ont été ouvertes ont pu laisser dire. Voici plus de précisions dans ce reportage de Okwa Claude et Oriol Choumi. Par souci de pudeur, nous avons choisi de ne pas diffuser certaines images, notamment celle de Dame Dipombi Thérèse Nengo Milongo, couchée dans son lit. Selon des témoignages recueillis sur le site, elle paye le prix fort d'un litige foncier qui dure depuis 10 ans. Il s'agit de l'assassinat de ma maman qui vient de se passer, qui se produit dans la nuit ici. Et dont les personnes sont évidemment connues. Ce sont des personnes avec qui nous avons un litige foncier et qui nous menacent depuis plus de 10 ans. Le dossier même de ce titre foncier litigieux a disparu. Et c'est la seule pièce qui a disparu dans toute la maison, en quelque sorte. Donc l'accusation ne peut se poser sur personne d'autre que sur eux. C'est eux qui sont les premiers indexés dans cette affaire. Le terrain querellé se situe à la Dibamba. Elle m'a dit que les gens l'appelaient tout le temps. Des menaces de mort. Et le monsieur, la dernière fois que le monsieur l'a appelé, dit que non, maman, apparemment il y a un complot contre toi. Et ce complot, moi, je ne veux pas porter ton sang. Et voilà, il y a des gens qui ont caché les armes vers commissariat 6e. Il y a 2 dames, il y a 2 messieurs. Elle a essayé de nous relater tout ça là. Elle allait se plaindre à la PJ. Le petit m'a dit encore que la maman lui aurait dit que les messieurs avaient dit qu'ils devaient passer mardi. Et mardi et passé ne sont pas venus. Bon voilà, cette nuit, ils ont accompli les missions. Dans la nuit de samedi à dimanche, la victime a regardé un match de Coupe du Monde féminin avec un de ses neveux. Puis elle lui a remis de l'argent pour qu'il prenne un pot avec quelques amis à l'occasion de son anniversaire. Désormais seule dans la maison, elle n'a plus été qu'une proie facile pour ces meurtriers. Une enquête est ouverte à la division régionale de la police judiciaire pour le littoral, pendant que le corps de la fondatrice du collège Kopseko de Bonapriso est déposé à la morgue de l'hôpital La Kentini de Douala. Restons dans ce registre de faits divers, cette fois du côté de Yaoundé. Un pasteur blessé et de nombreux dégâts matériels enregistrés. C'est le bilan d'un accident survenu ce matin au quartier Carrière. Un véhicule appartenant à une auto-école a terminé sa course dans une église construite en matériaux provisoires. Les circonstances de cet accident restent inconnues puisque l'auteur a pris la fuite après l'incident. Voici à présent les explications de quelques témoins, des explications recueillies par notre reporter du côté de Yaoundé. Il y a eu un bruit comme si c'était le camion qui déchargeait le braquet. Le bruit était très fort. Je suis donc monté en vitesse. Quand je montais, le pasteur cognait les mains sur le mur. Enlevez-moi, enlevez-moi. J'arrive à voir les messieurs qui étaient dans la voiture à côté de lui, ils ne faisaient aucun geste. J'ai donc couru vers le stade. J'ai crié au secours, au secours. Les jeunes gars du quartier sont montés.
Quand ils sont montés, ils ont soulevé le véhicule, enlevé le pasteur en bas. Alors le pasteur était traumatisé, on l'a mis assis. Je demande à amener le pasteur à l'hôpital. Il ne faisait que traîner. Il a fallu vraiment faire la violence qu'il amène à l'hôpital. Bon, je suis arrivé, j'ai trouvé qu'un véhicule appartenant à l'hôtel École a brisé le mur en planche de l'église et il a détruit assez de choses dans l'église. En cet état, il y a eu quelqu'un qui était en bas du véhicule. Mais gloire à Dieu, il a été juste blessé et il est à l'hôpital Bethesda à Médan. Et il y a beaucoup d'instruments qui ont été détruits, les pianos, les consoles, la batterie. Inondation dans la ville de Douala, on en reparle 48 heures après les événements qui se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Il faut dire que le cauchemar des eaux reste bien présent dans la tête des populations, beaucoup plus celles qui ont été victimes de ces inondations, des populations qui parlent de plusieurs dégâts matériels enregistrés. Plus de précisions dans ce reportage de Jean Djonimpek et Albertine Bidjaga. Jeannette tient absolument à nous montrer les dégâts qu'ont causé les inondations dans sa chambre. Cette habitante de Makepe Moussoké n'a vraiment pas été épargnée par les inondations de ce week-end. La maison de fortune qu'elle occupe garde encore les traces des violentes montées d'eau et la commerçante, elle, en garde un souvenir indélébile. Personne ne pouvait voir ce qui est dehors, ni tenter de dire qu'il va descendre là-bas. Et ma voisine-ci, ça l'a pris, elle a commencé à crier à haute voix, à pleurer en patois. Sauvez-moi, oh, je suis dépassée, oh, sauvez-moi. Moi, j'ai ouvert ici, là. J'ai envoyé seulement ma tête. J'ai eu les vertiges. À quelques enclavures de la commerçante, un provendier tente en vain de remettre en marche son braillot mélangeur. Les eaux n'ont pas épargné le moteur de la machine et le jeune entrepreneur ne peut que compter ses pertes. Une tonne de remoulage, une tonne de sang, une tonne de parmis. Oui, vraiment, le tout cela, ça a vraiment été vraiment étrange. Nous, on n'a jamais vécu une scène pareille. Les inondations ont en effet atteint dans certains endroits de la ville ce week-end leur point culminant. Douala n'avait jamais connu une telle montée d'eau depuis plus de 10 ans. Les habitants sont encore sous le choc et n'en reviennent pas. Locataire au quartier Bédi, Aïcha, qui les ont pratiquement tout pris, est aux abois. Regardez tout ce qu'on a perdu. Ça, ce n'est pas l'inondation, ça, c'est une tsunami. Puisque je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je suis traumatisée avec les enfants. Nous nous sommes trouvés au cou. Dans la concession où habite la jeune femme, personne n'a été épargné par ces inondations. Un jeune étudiant avoue avoir perdu dans ces inondations tous ses diplômes et tous ses archives personnelles de près de 15 ans de vie scolaire et académique. L'intéressé, très choqué, s'abstient de s'exprimer à notre micro. Cependant, tous ici partagent la même peur, celle de voir ces eaux revenir. Quand je vois même le ciel, comme le ciel change, la nature a tout changé, j'ai même peur que ça peut encore arriver. La vie semble avoir repris son cours 72 heures après les inondations qui ont secoué la ville de Douala. Cependant, le cauchemar vécu est toujours présent dans les têtes des populations qui se demandent à quand le retour des eaux, surtout que la saison de pluie ne vient que de commencer. Pour Equinox Télévision, Albertine Bichaga, Jean-Pierre Poudeux et Johnny Peck. Eh bien, notons que la communauté urbaine de Douala est taxée comme première administration responsable de ces inondations. C'est du moins l'avis que partagent certains hommes politiques qui soutiennent par ailleurs que le délégué du gouvernement et ses collaborateurs pourraient être accusés des crimes par la négligence, l'absence du curage des drains et des caniveaux, l'inertie dans la construction au niveau des zones à risque, mais également l'opacité des plans d'urbanisation et d'assainissement sont là quelques récriminations qui engagent la responsabilité de cette institution. Plus de précisions avec Martin Manguele et Eric Massiandjom. Aucune action n'est prévue dans l'immédiat pour pallier la situation des drains bouchés à Douala. Freestone est donné à programmer les premières interventions pour le mois de septembre à venir. Il s'agira de réhabiliter 49 km de drains sur les 250 que compte la ville de Douala. Bien peu selon certains hommes politiques qui estiment que cela ne représente même pas le 1/5 de l'ensemble du kilométrage de drains. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a 250 km, n'est-ce pas, de drains à y aménager, quand on aménage 49? C'est vraiment dérisoire. Et les mêmes problèmes
vont ressurgir d'une manière ou d'une autre. C'est des effets d'annonce qui ne conviennent à personne et qui sont le synonyme pour moi d'une certaine hypocrisie. En attendant le mois de septembre, la pluie continue à battre son plein et les populations restent sous la menace des eaux et des éboulements. Une menace accentuée par les caniveaux bouchés. Une situation qui pourrait interpeller les communes d'arrondissement dont les pouvoirs et les moyens financiers restent dérisoires. Le processus de décentralisation allant à vitesse de tortue. Pour les hommes politiques, l'élection d'un super maire par ses pairs à la place d'un délégué du gouvernement nommé par le pouvoir de Yaoundé aurait pu permettre d'éviter ce type de situation. Il y a un laisser-aller de la part de ces autorités de la communauté urbaine, autorités non élues, nommées, qui n'a pas de compte à rendre aux populations. Il ne veut pas avoir délégué de gouvernement quand il s'agit d'une communauté comme la nôtre. On doit avoir des maires et un super maire élu au lieu et place du délégué de gouvernement. La propension des constructions sur les zones à risque au vu et au sud de Freeston-Etonne et de ses collaborateurs étonne et inquiète. À l'analyse, la communauté urbaine de Douala a fait montre de complicité et de complaisance dans le cas de Douala 5. Il y a ici ce que nous pouvons appeler, que les juristes appellent les crimes par négligence. Beaucoup voient en cette inertie un calcul politique, ces zones dangereuses et surpeuplées représentant un vivier électoral non négligeable pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Douala 5. D'où l'absence de réaction de la communauté urbaine de Douala dont les responsables sont proches du parti au pouvoir. Des considérations socio-démographiques. Douala doit supporter la pression démographique. C'est plus de 10 000 personnes qui arrivent à Douala par mois. C'est tout simplement du clientélisme politique. Et cela participe une fois de plus la malgouvernance. C'est un pourrissement parce que la communauté urbaine de Douala dispose de 50 milliards de budget annuel pour assainir la ville de Douala. Casse des constructions illégales et curages sont annoncés. Les hommes politiques y voient de simples discours comme on a l'habitude d'entendre. En attendant, le flot des inondations continue à menacer d'emporter des vies humaines. Examen officiel 2015, début ce matin des épreuves du probatoire de l'enseignement secondaire général au lycée bilingue de Bépanda où nos reporters sont descendus. Le chef de ce centre d'examen affirme qu'aucune irrégularité n'a été notée en ce premier jour d'examen. Madame Georges Mitterrandam et Viviane Kamoa, reportage. Initialement prévu le 23 juin, l'examen probatoire a finalement débuté ce 22 juin, suite à la décision du directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Une décision qui ne semble pas gêner les candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général. Non, moi ça va plutôt plus, puisque c'est 2 matières par jour, et là ça va permettre à l'enfant de mieux réviser quand il va rentrer. Les élèves étaient très fiers, dans la mesure où habituellement on avait l'habitude de composer de mardi à jeudi, c'est-à-dire 3 jours. Mais maintenant, les matières on avait 3 matières par jour. Donc maintenant, on a ramené ça à 2 matières par jour. Donc c'est bien pour tout le monde. Au terme de la première épreuve de la journée, les candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général échangent leurs impressions sur les 3 sujets proposés en littérature. Moi j'ai fait la compréhension du texte parce que le texte entre la dissertation, le commentaire composé et la contraction de thèse, chaque candidat y va de sa sensibilité. Il y avait sujet 1 à des discussions, contraction de thèse, sujet 2 commentaire composé, sujet 3 dissertation littéraire, sujet 1 contraction de test. Bon, il a choisi le commentaire composé puisque il a compris le sujet, ce qu'on a eu à faire, à traiter à l'école. Le thème c'est l'engagement, c'est un thème quand même bien précis dans la mesure où on connaît quand même déjà le plan, l'éthique et l'esthétique. Ceux-ci disent être confiants quant à la suite de l'examen. Bien sûr que je suis un peu frustré, mais ça va aller. Je vois que ça va aller. Du côté de l'administration, le proviseur du lycée de Bépanda rassure sur le déroulement de l'examen. De façon générale, tout se déroule dans la sérénité. Nous avons lancé les épreuves normalement à 8 heures. L'épreuve de français qui dure 4 heures. Il n'y a pas eu de retard, pas de cas de retard. Pour la session 2015, le sous-centre du lycée bilingue de Bépanda accueille 933 candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général, repartis en 4 sections, dont 141 pour la série D, 189 pour la série A4 allemand, 380 candidats pour la série A4 espagnol et 213 pour la série C.
Notons que cet examen intervient dans un contexte où des observateurs s'interrogent sur la pertinence et l'importance du probatoire. Révision des listes électorales au Cameroun. Depuis quelques semaines, Elections Cameroun annonce des chiffres faisant état d'un engouement des citoyens pour cette opération. Qu'en est-il exactement sur le terrain? Tentative de réponse à cette question dans ce reportage d'Élisée Mbogba et Guy Zogo. Dans le registre des inscriptions sur les listes électorales qui ont actuellement cours, Elecam fait cavalier seul. L'organisme en charge des élections a le loisir de publier ces chiffres chaque semaine. Ainsi, les derniers chiffres disponibles à la date du 12 juin 2015 font état de 135 961 inscrits avec des pics significatifs dans la région du Nord-Ouest avec 23 825 inscrits, suivi du centre qui totalise 21 426 inscrits et l'Ouest qui enregistre 20 178 inscrits. Nous nous rapprochons des populations pour faciliter la tâche à ces sites de pouvoir s'inscrire dans le cadre de ces révisions. Donc nous intensifions les inscriptions à travers ces opérations. Mais la réalité du terrain confirme-t-elle cet état de choses? À Yaoundé par exemple, ce n'est forcément pas la grande mobilisation comme ici, au lieu dit Carrefour Régie. Pour percevoir de l'activité, c'est à l'entrée de l'université de Yaoundé 1 qu'il faut aller. Ça se passe très bien, c'est expéditif, on ne perd pas de temps et l'opération prend environ 5 à 10 minutes maxi. En tant que citoyenne camerounaise, c'est juste pour remplir mon rôle. L'occasion s'est présentée et je profite. De fait, Elecam s'y sert de son deuxième mode opératoire dans les inscriptions, lequel consiste à agréger les 7 arrondissements dans un seul pool d'inscription. Mais nulle trace des partis politiques, encore moins de la société civile, n'est visible sur le terrain pour s'assurer de la transparence du processus. Les partis politiques, vous constatez que de temps en temps, ils se présentent, de temps en temps, ils ne sont pas là. Pour autant, Elecam clame combien les opérations de révision qu'elle mène sont fiables et les chiffres avancés expurgés de toutes les incorrections. Il est certainement possible qu'il y ait des doubles inscriptions, mais au niveau du Centre national de biométrie, je crois que cette opération-là est réglée à ce niveau. La révision des listes électorales est prévue pour s'achever le 31 août prochain. À l'Assemblée nationale, à quoi s'occupe le rapporteur général des recettes et les rapporteurs spéciaux de la Chambre basse du Parlement camerounais? La question préoccupe 3 mois seulement après la prise de fonction. Eh bien, ces parlementaires sont toujours attendus sur le terrain pour le contrôle de la gestion de la fortune publique. Plus de précisions avec Marcelin Gansop du côté de Yaoundé. Après leur prise de fonction, le 26 mars dernier, l'on s'attendait à voir le rapporteur général des recettes ainsi que les rapporteurs spéciaux à l'ouvrage. Tant il est vrai que ces protecteurs des deniers publics ont un rôle majeur à jouer dans la prévention des détournements et du gaspillage de la fortune publique. Quasiment 3 mois après, la mayonnaise tarde à prendre. En général, les gestionnaires ont peur des contrôles et malheureusement, nous sommes dans un pays où le laisser-aller a été institué en mode de gouvernance. Au Cameroun, on a décidé que toute la commission de finances n'aura que 18 personnes pour travailler avec elle, ce qui n'est pas suffisant. Donc il n'y a pas assez de moyens qui ont été mis à la disposition des rapporteurs spéciaux pour faire cet immense travail, c'est-à-dire de voir si le gouvernement effectivement utilise l'argent des Camerounais pour le bien-être des Camerounais. Même s'ils ne sont pas encore entrés dans le vif du sujet, les 3 derniers mois ont été mis à profit pour poser certains jalons nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Nous essayons déjà de prendre contact avec les ministères qui nous ont été attribués. Ce n'est pas facile non plus parce que dans l'agenda gouvernemental, ils n'avaient pas prévu qu'on arriverait. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire. Je peux vous dire aujourd'hui que la plupart des assistants des rapporteurs spéciaux sont à l'étranger pour leur formation. Donc il faut attendre qu'ils reviennent. C'est d'essayer de créer le lien avec le gouvernement pour dire que c'est un travail que nous faisons ensemble. Ce n'est pas le Parlement contre le gouvernement, mais c'est le Parlement avec le gouvernement pour pouvoir améliorer la gouvernance. C'est la loi du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'État
qui fixe les règles du jeu. Il s'agit du contrôle des dépenses et du contrôle des recettes de la République. Donc c'est l'argent de tous les Camerounais que ces rapporteurs spéciaux et le rapporteur général doivent contrôler. Il ne s'agit pas d'un nouveau consupé, il ne s'agit pas d'un nouveau procureur de la République, mais il s'agit plutôt de faire en sorte que le budget que l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun présente à l'Assemblée nationale soit en cohérence avec les réalités sur le terrain. On parle à présent de la gouvernance forestière au Cameroun pour indiquer qu'une trentaine d'entreprises chinoises exploitent 650 000 hectares de bois. Fort heureusement, notre pays ne tire pas encore grand avantage de cette exploitation forestière. Et à cet effet, des acteurs de ce secteur d'activité sont réunis depuis quelques jours à Yaoundé. Ils réfléchissent sur la situation dans le cadre donc d'améliorer la plateforme et même les revenus de cette exploitation forestière par les entreprises chinoises. Plus de précisions dans ce reportage d'Élisée Mbogba et Marcelin Gansop. L'implication de la Chine dans le secteur du bois d'œuvre au Cameroun comprend 19 permis, dont 6 concessions et 13 ventes de coupe, couvrant au total quelques 650 000 hectares, soit un peu plus de 10% de la zone des permis forestiers au Cameroun. C'est dire que la forêt camerounaise est l'objet de toutes les convoitises. Il faut dès lors un minimum de gouvernance afin que son exploitation ne devienne source de divers conflits. Et le rôle de l'État, c'est de s'assurer qu'il y a un arbitrage, que les acteurs les plus forts n'écrasent pas les acteurs les plus faibles. Les communautés, dans ce contexte, sont les acteurs les plus faibles. Elles ont besoin de la forêt pour se nourrir, pour habiter. Et là également, elles revendiquent de plus en plus des droits dans la gestion de la forêt. Quand il y a des investissements comme ceux dont nous parlons en ce moment qui arrivent, les communautés se demandent qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la forêt ne va pas être totalement détruite? Et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir sur ces questions-là. C'est donc pour permettre à notre pays de tirer grand profit des investissements chinois dans le secteur forestier qu'une plateforme de la gouvernance a vu le jour, s'étendant au-delà du Cameroun à d'autres pays africains. Au départ, le bois allait surtout en Europe. Aujourd'hui, il va de plus en plus vers l'Asie et vers la Chine. Donc c'est important dans ce contexte de réfléchir aux conséquences possibles de ce changement-là et de voir comment, avec tous les acteurs, donc les acteurs chinois, les acteurs européens, les acteurs africains, le secteur privé, la recherche, les organisations non gouvernementales, de réfléchir ensemble sur le meilleur moyen de comprendre et d'encadrer efficacement ces nouveaux investissements qui arrivent dans le secteur forestier. L'enjeu est de taille. Encourager les échanges commerciaux et les investissements chinois dans la forêt camerounaise, tout en sauvegardant les intérêts des communautés locales. Et en la matière, les avantages économiques des investissements chinois semblent plutôt limités, en dépit d'une participation accrue dans le secteur forestier depuis 2009. Aussi dans le contrôle forestier, pendant presque une décennie, nous avons travaillé avec un observateur indépendant dans le contrôle forestier pour améliorer la gouvernance. La rencontre de Yaoundé réunit outre les Camerounais et les Chinois, des participants venus de la RDC, du Mozambique et de l'Ouganda. Rendons-nous dans la région de l'Est Cameroun où l'incivisme fiscal bloque la mise en œuvre des projets de développement de la communauté urbaine de Bertois. C'est le constat qui se dégage au sortir de la session d'examen et d'adoption du compte de 2014 de cette communauté. Plus de précisions avec Benjamin Essam. Eh bien, nous y reviendrons sur cette information au cours de nos prochaines éditions. Je vous amène à présent à la découverte d'un village qui a mal à son développement. Il s'agit du village Ngalmois. Nous sommes là dans le département du Mungo, région du littoral, où les populations peinent à écouler leurs marchandises du fait du mauvais état des routes. Il faut également ajouter à cela l'absence d'adduction en eau potable. Plus de précisions avec Julingué et Céline Djemba. L'accès au village Ngalmois, dans le département du Mungo, relève d'un véritable parcours de combattants. Les routes sont impraticables. Peu de véhicules osent s'y aventurer. Même les plus téméraires n'arrivent pas à défier les bourbiers et les crevasses qui jonchent cet axe. Les riverains affirment que le transport a subi une hausse considérable
en ce temps de pluie. Quand la route était un peu mieux, on payait 2000 pour que la moto nous amène à 1500, 2000. Donc les prix étaient comme ça, 2000, 1500. Mais aujourd'hui, là, même 4000, 5000, la moto ne peut pas te prendre parce que la route est tellement mauvaise. Les agriculteurs désemparés ont du mal à transporter leurs produits champêtres. Ils disent toute leur détresse et ne savent plus à quel sens se vouer. Le mauvais état des routes oblige les populations à parcourir des dizaines de kilomètres à pied, parfois avec des charges volumineuses sur la tête. La corbeille qu'elle porte, c'est avec cette corbeille que nous vivons. Notre souffrance est de porter sur la tête puisqu'on a manqué la route. Même les motos n'arrivent pas. Déjà, voici, comme le mai a commencé là, on a 4 mois qu'on ne peut pas circuler, la moto ne peut pas circuler. La voiture alors c'est un autre problème. Si elle ne porte pas comme ça, dans cette corbeille-là, il y a le macabo, les bananes, le plantain pour vendre et survivre. Ngalmois manque d'infrastructures de base. L'électricité est quasi absente. Les maisons sont pour la plupart construites en matériaux provisoires. L'unique école est dotée de 2 salles de classe. L'eau potable est captée à partir des cours d'eau et la qualité laisse à désirer. Plusieurs cas de maladies hydriques ont déjà été enregistrés dans cette localité. Autant de problèmes qui entravent l'épanouissement des habitants. Situé dans l'arrondissement de Nkonsamba 1er, Ngalmois, comme bien d'autres localités en zone rurale, ne demande qu'à sortir de son enclavement. À l'étranger, à présent, nous nous rendons tout d'abord au Burundi où les violences continuent. 4 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dans une nouvelle attaque à la grenade. Au courant du week-end, ces événements se sont déroulés au nord du Burundi, mais également à Bujumbura, la capitale des événements qui surviennent à une semaine des élections législatives. Nous aurons dû avoir les images de ces éléments. Nous y reviendrons. Nous passons à présent à l'Europe qui vient donc de lancer une mission navale en Méditerranée, mission formellement lancée donc à Bruxelles pour être déployée dans une semaine. Le but étant donc de s'attaquer aux passeurs de migrants. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Ces migrants sont arrivés sains et saufs en Italie. Une traversée de plusieurs jours dans des embarcations précaires. Mais tous n'ont pas eu cette chance. Fin avril, 800 migrants périssent noyés en Méditerranée. Ils fuyaient la guerre dans leur pays. Une situation d'extrême fragilité dont profitent les réseaux de passeurs. Et c'est à ces derniers que l'Union européenne veut s'attaquer. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que les trafiquants, les passeurs mettent des gens désespérés sur des tout petits bateaux pneumatiques ou des bateaux de pêche qui sont si remplis qu'ils peuvent à peine naviguer. Ils naviguent avec des moteurs défectueux et ils n'ont pas de système de navigation. Baptisé EU-900Med, l'opération est lancée ce lundi par les ministres des Affaires étrangères. D'ici une semaine, les 28 mettront à contribution des navires, voire des hélicoptères et des avions patrouilleurs. Mais pour être efficaces, ils doivent intervenir directement en Libye, d'où partent la plupart des bateaux pour l'Europe. Intervenir en Libye, c'est surtout s'attaquer aux bateaux-mers, à la base du trafic, et à partir desquels partent les petites embarcations. Si l'ONU se dit favorable à une intervention dans les eaux territoriales libyennes, elle attend toujours le feu vert des autorités locales. D'où un dispositif limité. Les opérations ne peuvent se faire pour l'instant que dans les eaux internationales, c'est-à-dire très loin des quartiers de passeurs. Autre contrainte, l'État libyen est actuellement coupé en deux, géré par 2 factions rivales. Des négociations sont en cours pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais l'issue reste incertaine, auquel cas l'initiative européenne. En Afghanistan, c'est le Parlement de Kaboul qui a été le théâtre aujourd'hui d'un violent attentat. Un kamikaze s'est fait exploser à bord d'un véhicule piégé devant les grilles de ce Parlement. Plus de précisions une fois de plus avec nos confrères de France 24. La séance parlementaire est diffusée en direct à la télévision quand soudain... Un homme
à bord d'une voiture piégée, vient de se faire exploser devant le bâtiment. Immédiatement, les députés se mettent à l'abri. Ils se réfugient en lieu sûr. Car à l'extérieur, un commando de 6 hommes a pris position et cherche à entrer dans le Parlement. La police évacue et barricade le quartier. Une fusillade intense commence. Les témoins sont apeurés. Vous entendez? Les affrontements continuent. Je ne sais pas exactement ce qu'il se passe. Au bout de 2 heures de combat, l'armée affirme avoir abattu les 6 assaillants. Elle expose leur corps à la presse. J'ai vu qu'ils essayaient d'entrer dans le Parlement. Je les ai tués un par un. Je les ai tués tous les 6. Leurs corps sont là. Vous pouvez les voir. L'attaque est très vite revendiquée par les talibans. Ils affirment avoir voulu frapper au moment où le candidat au poste de ministre de la Défense était entendu par le Parlement. Le groupe a récemment multiplié ses attaques qu'il qualifie d'offensives de printemps. Il cible en général la police, l'armée ou encore des lieux fréquentés par les étrangers, comme cet hôtel en mai. Ces violences interviennent alors que la grande majorité des forces internationales a quitté le pays fin décembre. En sport, on parle du championnat de Ligue 1 avec la 19e journée qui s'est disputée hier dimanche. Voici à présent les résultats complets de cette journée. À Yaoundé, Tonnerre 0, UMS de Loum 0, toujours à Yaoundé, APGS 0, Botafogo 1. À Douala, Union de Douala 2, Lyon Blessé de Fortuny 0, Astre 3, Lyon Sport Academy 2. À Mbouda, Bamboutos 1, Canon Sportif de Yaoundé 2, à Bangante, Panthère 0, Ndjalakwan Sport Academy 1, Coton Sport 1, Dragon 0 du côté de Garoua, à Bafan, Unisport 1, New Star de Douala 1 et enfin à Bafia, nul vierge entre Cosmos et Fouvou Club de Baham, 0 but partout. Voici à présent la configuration du classement. Au terme de cette 19e journée, les premières places sont occupées respectivement par Coton Sport de Garoua avec 42 points, suivi de Botafogo 35 points et New Star de Douala 32 points. Dans la zone de relégation, nous avons en 16e position le Canon Sportif de Yaoundé avec 18 points, 17 points pour Ndjalakwan Sport Academy à la 17e position et enfin, bon dernier, Tonnerre Kalara Club avec 12 points. Nous parlons à présent de culture. Au bas de ce journal, Fête de la musique, l'édition s'est célébrée hier. Et du côté de Yaoundé, les artistes et musiciens sont mobilisés pour soutenir nos soldats au front à travers un concert géant qui a eu lieu au niveau du musée national. Retour sur cette célébration avec Guy Zogo. Le 21 juin, c'est la fête de la musique et il y en avait justement dans l'enceinte du musée national à Yaoundé. À la faveur du concert de musique, en soutien aux forces de défense engagées au front contre Boko Haram et aux populations déplacées, les décibels ont vibré et le public aussi. Venu en grand nombre, celui-ci a eu droit à la prestation de nombreux artistes. Au grand plaisir de l'organisateur du spectacle. Notre slogan c'est quoi? La musique dit stop à Boko Haram. Et nous avons choisi le 21 juin 2015, comme ça coïncide avec la journée internationale de la musique, pour décrier ce terrorisme qui est en train d'affaisser les pays de par le monde entier. Ce n'est pas une histoire du Cameroun seulement, c'est une histoire que tout le monde entier doit combattre. Ce qui n'a pas empêché de constater la part belle faite à la Sokassim du moment qu'il n'y avait nulle trace d'Indidi et Yango, de Sambende, de Lady Ponce ou encore des petits pays. Outre cet aspect, la collecte de fonds n'a pas donné lieu à un grand élan de solidarité de la part du public. Les urnes censées recueillir les fonds sont restées désespérément dégarnies. Le public a manifestement pris son parti de faire la fête et de s'y tenir.
Eh bien, voilà qui met un terme à cette édition d'information. Rendez-vous à ne pas manquer juste après ce journal 100% foot. Sylvestre Hippolyte Zangaou et ses invités vont revenir sur l'actualité, aussi bien sur le plan local que sur le plan international. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir à toutes et à tous.